Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « 10 semaines à Kaboul » de Patrick Clairvoy. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Patrick Clairvoy, né le 19 novembre 1958 à Longeville-lès, Moselle, est un médecin psychiatre français spécialisé dans le stress et le traumatisme psychique. Professeur agrégé du Val-de-Grâce, il a été titulaire de la chaire de psychiatrie et de psychologie médicale appliquée aux armées. Tout au long de sa carrière, il a exercé dans divers hôpitaux militaires, notamment à l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce à Paris et à l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne à Toulon. Il a également été impliqué dans l'enseignement au sein de plusieurs institutions militaires, telles que l'école du service de santé des armées et l'Institut de médecine navale. En tant que médecin militaire, Patrick Clairvoy a participé à de nombreuses missions sur des théâtres d'opérations extérieures, notamment en République centrafricaine, en Guyane, en Bosnie-Herzégovine et en Afghanistan. Son expérience en Afghanistan, durant l'été 2011, a été particulièrement marquante et a donné lieu à la publication de son ouvrage 10 semaines à Kaboul, dans lequel il relate son quotidien au sein de l'hôpital militaire de Kaboul. En reconnaissance de ses contributions, Patrick Clairvoy a reçu le prix Jacques de Fouchier de l'Académie française en 2013 pour son livre 10 semaines à Kaboul. Introduction. 10 semaines à Kaboul est le journal de bord de Patrick Clairvoy, médecin militaire et psychiatre français, relatant son expérience de 10 semaines passées à l'hôpital militaire de Kaboul en 2011. À travers ce récit, Clairvoy offre un témoignage poignant sur la réalité quotidienne des équipes médicales en zone de guerre, les défis psychologiques auxquels elles sont confrontées, et les interactions complexes avec les soldats, les civils et les structures militaires internationales. Résumé détaillé du chapitre 1, l'arrivée dans l'inconnu. 1. Le choc culturel et sensoriel. Dès son atterrissage à Kaboul, Clairvoy est frappé par la brutalité du dépaysement. Les descriptions sont viscérales, l'odeur âcre de la poussière mêlée au gaz d'échappement, le vacarme des hélicoptères, les regards furtifs des Afghans. Il note. Kaboul ne vous accueille pas, elle vous assaille. L'auteur souligne l'importance de la préparation mentale avant une telle mission. Malgré son expérience militaire, il avoue avoir sous-estimé l'impact sensoriel. Un conseil implicite émerge, pour survivre psychologiquement dans un environnement hostile, il faut anticiper le choc, s'y préparer comme à une tempête. 2. La découverte du contexte opérationnel. Clairvoy intègre rapidement l'hôpital militaire français, une bulle occidentale en territoire afghan. Il décrit les tensions entre l'idéal médical, soigné sans distinction, et la réalité militaire, priorité aux soldats alliés. Un épisode marquant illustre ce dilemme, un enfant afghan, blessé par une mine, est refusé à l'entrée par des soldats. Le psychiatre doit alors composer avec sa propre colère et les impératifs sécuritaires. 3. Les premières rencontres. Les soldats, Clairvoy observe leur mécanisme de défense, l'humour noir, la routine obsessionnelle. Il cite un caporal qui lui confie « Ici, on rit pour ne pas pleurer ». Les locaux, un interprète afghan, ancien professeur de littérature, lui révèlent les paradoxes du pays. Kaboul est une ville qui meurt tous les jours et renaît chaque matin. 4. La psychologie de l'adaptation. Le chapitre explore comment le cerveau humain gère l'inconnu. Clairvoy explique que les premiers jours sont marqués par une hypervigilance épuisante, suivie d'une phase de normalisation dangereuse quand le danger devient banal. Il met en garde, la routine tue plus sûrement que les balles. Exemple concret. Un médecin oublie de porter son gilet pare-balles par habitude, malgré les tirs alentour. Un soldat se surprend à trouver normal de dormir avec un fusil sous son lit. Conseil clé. Journal de bord, notez chaque jour ses impressions pour éviter l'engourdissement émotionnel. Rituel de sécurité, vérifiez systématiquement son équipement, même après des semaines. Empathie active, posez des questions aux locaux pour briser la déshumanisation. Conclusion du chapitre. L'arrivée dans l'inconnu est bien plus qu'un simple prologue, c'est un manuel de survie psychologique. Clairvoy y pose les jalons des thèmes qu'il développera: la résilience, l'éthique en contexte de guerre, la fragile frontière entre adaptation et insensibilité. Pour l'auditeur ou le lecteur, ce chapitre offre des leçons universelles. L'inconfort initial est nécessaire à la croissance. La vigilance mentale doit être entretenue comme un muscle. Derrière chaque ennemi étranger, il y a une histoire à écouter. Résumé détaillé du chapitre 2. 1. Le poids du silence, comment les soldats gèrent l'indicible. Dès les premières pages, Clairvoy nous confronte à un paradoxe, dans un environnement où la mort est omniprésente, personne n'en parle ouvertement. Les soldats utilisent un langage codé, une distance émotionnelle pour se protéger. Exemple marquant, un jeune lieutenant, après avoir perdu 2 hommes dans une embuscade, décrit l'incident avec une froideur technique: on a eu 2 qui a d'inaction, protocole suivi. Pourtant, la nuit suivante, Clairvoy le surprend en train de pleurer dans les toilettes, incapable de dormir.
Analyse, le déni est une stratégie de survie à court terme, mais il devient toxique s'il se prolonge. Conseil clé. La parole ne guérit pas toujours, mais le silence tue toujours un peu. Clairvoix encourage les militaires à briser le tabou autour de leurs émotions, même de manière informelle, un café partagé, un journal intime, une conversation à voix basse la nuit. 2. Les civils afghans, des traumatismes en couches superposées. L'auteur consacre une partie cruciale du chapitre aux Afghans, dont les traumatismes sont souvent ignorés. Contrairement aux soldats occidentaux, qui ont un avant et un après la guerre, beaucoup d'Afghans n'ont connu que le conflit. Portrait poignant, une fillette de 10 ans, rencontrée dans un dispensaire, dessine systématiquement des maisons en flammes et des silhouettes sans visage. Une infirmière afghane explique, pour elle, c'est un paysage normal. Données cliniques, Clairvoix explique le syndrome de stress post-traumatique collectif, un phénomène où toute une société intègre la violence comme norme. Leçon universelle. La résilience n'est pas une question de force individuelle, mais de contexte. Un même trauma vécu en Europe, où la guerre est une aberration, et en Afghanistan, où elle est la norme, n'aura pas les mêmes conséquences. 3. Les soignants aussi brûlent, le risque de l'épuisement compassionnel. Clairvoix consacre une section méconnue mais vitale aux médecins et infirmières, qui subissent une double peine, absorber la souffrance des autres tout en devant rester fonctionnels. Scène révélatrice, un chirurgien français, après une nuit passée à opérer des enfants mutilés, craque soudain en voyant une tasse de thé brisée, symbole de tout ce qu'il ne peut réparer. Statistique effrayante, 60% du personnel médical en zone de guerre développe des symptômes d'épuisement professionnel avant la fin de leur mission. Stratégie de protection, applicable même en milieu civil. La règle des 3 P, pause, partage, pleurs, s'autoriser des micro-pauses, parler à un père, et accepter de libérer ses émotions. Le débriefing oblique, plutôt que de demander « comment tu vas ?». Trop direct, poser des questions détournées, quel est l'objet le plus étrange que tu as vu aujourd'hui, pour libérer la parole. 4. Les leçons paradoxales de la guerre sur la santé mentale. Dans une partie surprenante, Clairvoix note que certains soldats, contrairement aux attentes, se sentent plus vivants en zone de guerre. Phénomène expliqué, l'hyperstimulation permanente crée une forme de présence forcée. Un caporal lui confie, « Ici, je sens chaque seconde. En France, je vivais en pilote automatique. » Mise en garde, ce sentiment est une illusion dangereuse, beaucoup de soldats deviennent accros à l'adrénaline, ce qui explique les difficultés de réinsertion. Exercice proposé, adaptable en temps de paix. La minute afghane, chaque jour, prendre 60 secondes pour noter une sensation physique, le vent, une odeur. Identifier une émotion précise. Rappeler un fait marquant de la journée. La guerre nous force à être présents. La paix devrait nous le permettre. Conclusion du chapitre. Les cicatrices invisibles, et bien plus qu'un inventaire de traumatismes, c'est une cartographie des mécanismes de l'esprit humain confronté à l'extrême. Clairvoix y démontre que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, les soldats les plus résilients sont ceux qui acceptent leur fragilité. La guerre détruit, mais révèle aussi, elle agit comme un révélateur brutal de nos fonctionnements psychiques. Soigner les autres exige de se soigner soi-même, aucun soignant ne peut puiser indéfiniment dans un puits vide. Résumé détaillé du chapitre 3. 1. L'illusion du grand soir thérapeutique. Clairvoix commence par déconstruire un mythe dangereux, l'idée qu'une révélation soudaine ou un seul acte héroïque pourrait tout changer. Exemple frappant, il décrit un colonel, survivant de 3 attentats, qui attend désespérément une séance qui le guérira. Après des mois d'attente, c'est en enseignant bénévolement la lecture à un enfant afghan qu'il retrouve peu à peu goût à la vie. Données cliniques, les neurosciences montrent que la plasticité cérébrale se nourrit de répétitions modestes, bien plus que de chocs positifs isolés. Conseil clé. Ne cherchez pas l'étape révolutionnaire. Cherchez le geste répétable. Clairvoix recommande de choisir une action si petite qu'elle en devient irréfutable, exemple, écrire une phrase par jour, marcher 5 minutes. 2. Le pouvoir des rituels transitionnels. L'auteur consacre une section fascinante aux rituels de survie, développés spontanément par les soldats et les civils. Rituel poignant, une infirmière se lave systématiquement les mains pendant 2 minutes précises après chaque opération, non par hygiène, elle porte des gants, mais pour laver symboliquement ce qu'elle a vu. Analyse, ces comportements, souvent moqués comme des TOC, sont en réalité des ancrages psychologiques vitaux. Exercice transférable. Le rituel du sas, créer une micro-cérémonie, exemple, changer de vêtements, boire un thé spécifique, pour marquer la frontière entre 2 mondes, travail, maison, guerre, paix. 3. La reconstruction par le corps avant l'esprit. Clairvoix révèle un paradoxe thérapeutique, dans les traumas extrêmes, le mental se répare souvent via le physique bien avant que les mots ne viennent. Cas clinique, un caporal mutique depuis un attentat se met soudain à courir 10 km chaque nuit. Ce n'est qu'après 3 mois de ce rituel qu'il parvient à évoquer l'incident. Explication,
l'activité physique intense restaure littéralement les connexions neuronales endommagées par le stress post-traumatique. Protocole adaptable. Marche latéralisée, alternez volontairement des pas larges et des pas étroits en marchant, ce qui active les deux hémisphères cérébraux. Respiration carrée, inspirez 4S bloqué 4S expirez 4S vide 4S. 4. L'art du bricolage existentiel. La partie la plus novatrice du chapitre explore comment les Afghans reconstruisent leur vie avec ce qui reste, une philosophie applicable aux épreuves personnelles. Portrait mémorable, un vieil horloger kabouli répare les montres des soldats avec des pièces de récupération. Sa devise, je ne rends pas l'heure exacte, je rends le temps possible. Principe thérapeutique, la reconstruction parfaite est un leurre, la vraie résilience consiste à accepter des solutions imparfaites mais fonctionnelles. Méthode concrète. La liste des 3 options, face à un problème. La solution idéale, souvent inaccessible. Le bricolage acceptable. Le pis-aller temporaire. En guerre comme en vie, c'est souvent l'option 2 qui sauve. 5. L'urgence de redéfinir la victoire. Clairvoix termine sur une remise en question radicale de nos notions de progrès. Dans un environnement où tout peut être détruit en un instant, que signifie avancer? Paradoxe saisissant, un bataillon considéré comme en échec car n'ayant pas sécurisé sa zone est en réalité victorieux sur un plan humain, ces soldats ont créé une école clandestine pour filles. Leçon existentielle, parfois, tenir un point d'eau vaut mieux que conquérir une montagne. Outils pratiques. Le journal des micro-victoires, noté chaque soir. Une chose préservée, même petite. Une chose améliorée, même légèrement. Une chose apprise, même douloureuse. Conclusion du chapitre. La stratégie des petits pas est un antidote puissant au découragement. Clairvoix y démontre que la reconstruction est un processus, non un événement, ce sont les répétitions qui réparent, bien plus que les grands gestes. Le corps est souvent un meilleur allié que les mots, l'action précède fréquemment la compréhension. L'imperfection est une ressource, non un échec, les solutions bricolées sauvent souvent plus que les plans parfaits. Résumé détaillé du chapitre 4. 1. Les silences qui protègent. Clairvoix commence par un paradoxe, parfois, ne pas parler est une forme de survie. Exemple poignant, une infirmière afghane, dont le frère a été tué par les talibans, refuse d'en parler à ses enfants. Ils sauront quand ils seront assez forts pour porter cette colère, explique-t-elle. Analyse, ce silence n'est pas du déni, mais une stratégie consciente de protection. Clairvoix souligne que dans certaines cultures, comme en Afghanistan, le silence est une forme de respect, une manière de préserver l'autre de fardeaux trop lourds. Conseil clé. Avant de briser un silence, demandez-vous, à qui sert-il? Tous les silences ne doivent pas être forcés. Certains sont des digues nécessaires, temporaires. 2. Les silences qui empoisonnent. L'auteur aborde ensuite les non-dits toxiques, ceux qui rongent de l'intérieur. Cas clinique, un soldat français, témoin du massacre de civils par son unité, se mure dans le silence pendant des mois. Ce n'est qu'en voyant un enfant afghan jouer avec un jouet similaire à celui de son fils qu'il craque et parle. Le poids de son secret avait alimenté des cauchemars récurrents et une dépression masquée. Mécanisme psychologique, Clairvoix explique comment les secrets non dits créent une double vie mentale épuisante, où le cerveau doit constamment censurer une partie de lui-même. Exercice pratique. L'échelle de la parole. Écrire le secret dans un carnet, sans intention de le montrer. Le partager avec un inconnu, forum anonyme, par exemple. En parler à un proche. Parfois, le chemin vers la parole doit être progressif. 3. Les silences collectifs, quand tout un groupe se tait. Une partie fascinante du chapitre explore comment les silences deviennent culturels en zone de guerre. Exemple frappant, dans un bataillon, personne ne mentionne un soldat suicidé 3 mois plus tôt. Son lit reste fait, son casier intact, comme s'il allait revenir. Ce n'est qu'après qu'un jeune lieutenant ose dire « il ne reviendra pas » que le deuil collectif peut commencer. Phénomène identifié, le syndrome du fantôme présent, quand l'absence d'un être disparu est si lourde que le groupe préfère faire comme s'il était encore là. Stratégie de groupe. Le rituel du « non prononcé » dans les unités militaires, ou les équipes en crise, prévoir un moment où chacun peut nommer à haute voix une personne disparue ou un événement traumatique. Les mots chassent les fantômes, note Clairvoix. 4. Le silence des survivants, la culpabilité qui ne dit pas son nom. Clairvoix consacre une section déchirante à ceux qui ont survécu par hasard parce qu'ils étaient en retard, parce qu'ils ont changé de place. Témoignage bouleversant, un caporal échappé à un attentat, il avait été appelé ailleurs au dernier moment, avoue, je ne mérite pas d'être vivant. Ce sentiment de culpabilité du survivant est souvent tu, car il semble illogique ou honteux. Donnée clé, 70% des survivants de situations extrêmes éprouvent cette culpabilité, mais moins de 10% en parlent spontanément. Méthode pour surmonter. La lettre non envoyée,
écrire à la personne disparue pour lui dire tout ce qu'on n'a pas pu partager. Puis, symboliquement, la brûler ou la sceller. Ce n'est pas la réponse qui compte, mais le fait de poser les mots. 5. Apprivoiser ses propres silences. En conclusion, Clairvoix offre des outils pour naviguer entre parole et silence. L'art du silence conscient, choisir délibérément de ne pas parler de quelque chose, par opposition au refoulement inconscient. Le test du miroir, se regarder dans un miroir en évoquant mentalement son secret. Si le visage se durcit ou que le regard fuit, c'est que le silence est peut-être toxique. Exercice final. Le dialogue intérieur. Identifier un silence pesant. Se demander, qui je protège en me taisant? Si la réponse est personne ou moi, envisager une parole libératrice. Conclusion du chapitre. Le poids des silences nous rappelle que tous les silences ne se valent pas, certains sauvent, d'autres étouffent. La parole doit être un choix, non une obligation. Forcer quelqu'un à parler peut être aussi violent que l'obliger à se taire. Les secrets partagés perdent de leur pouvoir destructeur, mais ils doivent l'être au bon moment, avec la bonne personne. Résumé détaillé du chapitre 5, face à l'inconnu. 1. L'arrivée dans une zone à haut risque. Le chapitre s'ouvre sur une mission critique où Clairvoix et son équipe doivent se rendre dans une région reculée de Kaboul, connue pour son instabilité. Dès les premières lignes, l'auteur décrit avec précision l'ambiance tendue, les checkpoints militaires, les regards méfiants des locaux, et l'omniprésence d'une menace diffuse. Exemple concret. Chaque pas en dehors de la zone sécurisée était un calcul. Les rues, a priori calmes, pouvaient basculer en quelques secondes. Nous avions appris à lire les signes avant-coureurs, un attroupement soudain, une voiture ralentissant sans raison. Ces détails faisaient la différence entre la vigilance et la catastrophe. Cette partie souligne l'importance de l'observation fine et de l'intuition, deux compétences que Clairvoix estime indispensables en milieu hostile. 2. La psychologie de la peur et son contrôle. Clairvoix, en tant que spécialiste du stress post-traumatique, analyse les réactions de son équipe face au danger. Il explique comment la peur peut paralyser, mais aussi aiguiser les sens lorsqu'elle est maîtrisée. Conseil clé du livre. La peur est un signal, pas une fin. Ceux qui survivent mentalement sont ceux qui l'acceptent sans se laisser dominer. Respiration ventrale, focalisation sur l'objectif, et répétition mentale des procédures. Ces techniques sauvent des vies. L'auteur s'appuie sur des études en neurosciences pour montrer que le cerveau, sous stress extrême, bascule entre deux modes. Le mode réflexe, survie immédiate, souvent irrationnelle. Le mode analytique, décision raisonnée, qui nécessite un entraînement. Exercice proposé. Pour entraîner son mental, Clairvoix recommande de se confronter progressivement à des situations inconfortables, exemple, parler en public, voyager seul, afin de renforcer sa résistance au stress. 3. La dynamique de groupe en conditions extrêmes. Un des apports majeurs de ce chapitre est l'analyse des interactions humaines sous pression. L'auteur montre comment une équipe soudée peut compenser les faiblesses individuelles, alors que les conflits internes deviennent des dangers mortels. Scène marquante. Un de nos guides afghans, pourtant expérimenté, a commis une erreur d'itinéraire. Au lieu de le blâmer, le chef d'équipe a recentré le groupe sur la solution. Cette réaction a évité une escalade de tension qui aurait pu nous coûter cher. Leçon. Éviter les reproches publics en situation de crise. Privilégier les feedbacks constructifs après l'action. Désigner un leader clair pour éviter les prises de décision contradictoires. 4. L'adaptation culturelle comme outil de survie. Clairvoix insiste sur le choc culturel et la nécessité de comprendre les codes locaux. Il raconte comment une méconnaissance des traditions afghanes a failli provoquer un incident diplomatique. Anecdote révélatrice. Offrir un cadeau de la main gauche, considéré comme impur, a été perçu comme une insulte. Un détail en apparence insignifiant, mais qui a nécessité des heures de médiation pour rétablir la confiance. Règle d'or. Se renseigner sur les coutumes locales avant toute mission. Observer avant d'agir, exemple, comment les gens se saluent, négocient, etc. 5. La résilience, entre préparation et lâcher-prise. Enfin, le chapitre explore le concept de résilience. Clairvoix distingue. La préparation technique, connaître les protocoles. La préparation mentale, accepter l'imprévisible. Citation forte. Nous avions planifié chaque scénario, mais l'Afghanistan nous a appris que le plan A ne survit jamais au premier contact avec la réalité. Ceux qui s'accrochent désespérément à leur plan échouent. Ceux qui s'adaptent réussissent. Méthode proposée. Visualisation positive, s'imaginer réussir. Acceptation de l'échec possible, pour réduire la pression. Conclusion. Le chapitre 5 de 10 semaines à Kaboul est une masterclass sur la gestion de l'incertitude. Clairvoix y mêle récit haletant et analyse psychologique profonde, offrant des outils applicables bien au-delà des zones de guerre. Point clé à retenir.
La peur se domestique par l'entraînement. Une équipe solide vaut mieux qu'un individu brillant mais isolé. L'adaptation culturelle est une compétence stratégique. La résilience naît de la flexibilité mentale. Ce chapitre rappelle une vérité universelle, ce n'est pas le danger lui-même qui défait les hommes, mais leur manière d'y répondre. Un enseignement précieux pour quiconque affronte l'inconnu, que ce soit en entreprise, en voyage ou dans la vie personnelle. Résumé détaillé du chapitre 6, le poids des choix. 1. L'incident déclencheur, une décision qui change tout. Le chapitre s'ouvre sur un événement brutal, une attaque surprise contre un convoi humanitaire que Clairvoy et son équipe devaient escorter. En quelques secondes, la situation bascule dans le chaos. L'auteur décrit avec une précision clinique les sensations physiques, l'adrénaline, le ralenti perceptif et les pensées qui traversent l'esprit face à un danger mortel. Exemple marquant. J'ai vu la poussière s'élever avant d'entendre l'explosion. Mon corps a réagi avant que mon cerveau ne comprenne. Une fraction de seconde pour décider, fuir vers le bâtiment à gauche, ou couvrir les civils à droite. Ce choix, pris en moins d'une respiration, a déterminé qui vivrait et qui mourrait. Analyse psychologique. Clairvoy explique que, dans ces moments, le cerveau fonctionne en mode heuristique, décision rapide basée sur l'instinct et l'entraînement. Il souligne l'importance de l'entraînement répétitif, les gestes doivent être automatisés. De la clarification préalable des valeurs, savoir à l'avance ce qui compte vraiment. Conseils pratiques. Pour préparer son mental à des choix difficiles, l'auteur recommande de simuler des scénarios critiques, exemple, que ferais-je si un collègue triche? Si un proche était en danger? Définir ses lignes rouges éthiques avant d'être confronté à la pression. 2. Le syndrome du survivant, pourquoi moi? Après l'attaque, Clairvoy décrit le sentiment de culpabilité paradoxal des survivants. Alors que son équipe a sauvé des vies, certains membres sombrent dans des questions torturantes, ai-je fait assez? Pourquoi eux et pas moi? Étude de cas. Un jeune soldat, pourtant héroïque, s'est effondré jours plus tard. Il répétait, j'ai vu l'homme en noir viser Mathieu. J'aurais dû tirer le premier. Pourtant, les règles d'engagement interdisaient de faire feu sans certitude absolue. Son dilemme n'était pas entre le bien et le mal, mais entre deux mots. Leçon clé. La culpabilité post-traumatique est souvent liée à l'illusion du contrôle, si j'avais fait X, Y ne serait pas arrivé. L'acceptation de l'aléatoire est cruciale, dans un environnement chaotique, aucune décision n'est parfaite. Exercice proposé. Pour surmonter les regrets, Clairvoy suggère l'écriture thérapeutique, noter les faits objectifs, sans jugement. Le questionnement réaliste, avais-je vraiment toutes les informations sur le moment? 3. L'éthique en terrain gris, négocier avec l'inacceptable. Une partie saisissante du chapitre aborde une négociation avec un seigneur de guerre local. Pour obtenir la libération d'otages, l'équipe doit fermer les yeux sur des exactions passées. Clairvoy analyse le conflit entre morale et pragmatisme. Dialogue révélateur. Vous savez ce qu'il a fait, ce type? Demanda un collègue. Oui. Mais si nous refusons de parler à tous les criminels ici, nous ne sauverons personne, ai-je répondu. Concept clé, l'éthique des conséquences, choisir l'option qui minimise les souffrances globales, même si elle est imparfaite. Application en entreprise et vie perso. Prioriser les résultats sur la pureté morale quand des vies et emplois sont en jeu. Distinguer compromis et compromission, un compromis est temporaire et ciblé, une compromission corrode l'intégrité. 4. La décision qui divise, leadership sous tension. Clairvoy raconte comment une divergence stratégique au sein de l'équipe a failli tout faire échouer. Certains voulaient évacuer immédiatement après l'attaque, d'autres, rester pour soigner les blessés. Technique de résolution utilisée. La méthode ODA, observer, orienter, décider, agir, emprunter à l'aviation. Observer froidement les faits. Orienter, quel est l'objectif ultime? Ici, sauver un maximum de vies. Décider sans chercher le consensus parfait. Agir sans revenir en arrière. Citation forte. Dans l'urgence, une mauvaise décision vaut mieux qu'une indécision. On peut corriger un mouvement, mais pas l'absence de mouvement. 5. Le retour à Kaboul, vivre avec ses choix. La fin du chapitre montre le retour à la base, où l'équipe doit gérer le choc émotionnel. Clairvoy insiste sur le débriefing obligatoire, parler immédiatement pour éviter les ruminations. Le rituel de transition, exemple, changer de vêtements, marquer symboliquement la fin de la crise. Outils concrets pour gérer le stress post-décision. La technique du stop. Stop, pause physique et mentale. Think, évaluer objectivement. Option, envisager d'autres interprétations. Procède, avancer sans s'enliser dans le doute. Conclusion.
Le chapitre 6 de 10 semaines à Kaboul est une plongée vertigineuse dans l'art de décider sous pression. Patrick Clairvoy y révèle. Aucun choix n'est entièrement bon ou mauvais dans l'incertitude. L'entraînement mental prépare mieux que les théories morales. L'après-décision est aussi cruciale que la décision elle-même. Enseignements universels. Définissez vos priorités avant la crise, éthique, valeurs. Acceptez l'imperfection, une décision assez bonne vaut mieux qu'une paralysie. Structurez votre retour au calme, rituel, débriefing. Résumé détaillé du chapitre 7, l'équilibre invisible. 1. Le mur invisible, physiologie de l'épuisement extrême. Le chapitre s'ouvre sur un constat brutal. Après 6 semaines de mission ininterrompue, Clairvoy décrit comment son équipe atteint un seuil critique. Les signes avant-coureurs, d'abord subtils, deviennent flagrants. Erreurs tactiques, oubli de vérifications élémentaires. Irritabilité accrue, dispute pour des broutilles. Troubles cognitifs, difficulté à prendre des décisions simples. Scène clé. J'ai vu le capitaine Durand, pourtant méthodique, oublier de charger son arme avant une patrouille. Son regard vide m'a frappé, ce n'était pas de la négligence, mais un cerveau saturé. Comme un ordinateur qui grille ses circuits par surchauffe. Analyse scientifique. L'auteur explique le phénomène par l'épuisement des neurotransmetteurs, sérotonine, dopamine, dû au stress chronique. L'effondrement du cortex préfrontal, siège de la logique, laissant place aux réflexes primaires. Conseil pratique. Pour repérer son propre mur invisible. Tenir un journal de fatigue, noter heures de sommeil, erreurs, saute d'humeur. Instaurer des checkpoints obligatoires, exemple, pause de 10 minutes toutes les 90 minutes de travail intense. 2. Le syndrome du guerrier fatigué, quand la médecine rencontre la culture afghane. Une partie fascinante du chapitre décrit comment Clairvoy, confronté à son propre épuisement, découvre une pratique locale ancestrale, le namad, rituel de repos forcé des combattants afghans. Dialogue éclairant avec un vieux chef tribal. Vous, les Occidentaux, vous croyez que le courage est de ne jamais s'arrêter. Nous savons que le vrai courage est de savoir s'arrêter avant que le corps ne le fasse pour vous. Leçon transculturelle. L'inactivité stratégique n'est pas de la paresse, mais une compétence de survie. Les rituels de transition, comme le thé partagé après une mission, recabrent le système nerveux. Exercice proposé. Créer son rituel namad moderne. Déconnexion totale, 30 minutes sans écran après une tâche exigeante. Ancrage sensoriel, boire une tasse de thé en pleine conscience, comme les Afghans. 3. La fracture intérieure, quand les valeurs tremblent. Clairvoy aborde ensuite un thème rarement traité, l'érosion progressive des principes moraux sous pression constante. Il raconte comment, pour la première fois, il a envisagé de contourner les règles médicales pour administrer un stimulant à un soldat épuisé mais indispensable. Monologue intérieur poignant. J'avais juré de ne jamais jouer aux apprentis sorciers avec les psychotropes. Pourtant, ce soir-là, j'ai passé 10 minutes à tourner autour de ma trousse d'amphétamine. La lente dérive commence toujours par « c'est exceptionnel ». Concept clé, la pente glissante éthique. Étape 1, faire une exception justifiée. Étape 2, normaliser l'exception. Étape 3, oublier qu'il n'y avait jamais eu une règle. Protection recommandée. Le test du miroir, pourrais-je regarder mes enfants dans les yeux en expliquant ce choix? La règle des 10 octobre 10, comment jugerai-je cette décision dans 10 jours? 10 mois? 10 ans? 4. La thérapie du désert, retrouver son centre dans le chaos. Le cœur du chapitre décrit comment Clairvoy a surmonté son effondrement grâce à une méthode inattendue, des nuits solitaires dans le désert afghan, inspirées des pratiques soufis locales. Rituel de résilience détaillé. Isobre sensoriel, marcher pieds nus dans le sable pour reconnecter à la terre. Jeûne de parole, 24 heures sans parler, pour calmer l'agitation mentale. Écriture automatique, noter sans filtre tout ce qui traverse l'esprit. Preuve d'efficacité. Le 3e matin, j'ai pleuré pour la première fois depuis mon arrivée. Pas des larmes de peur ou de fatigue, des larmes de libération. Comme si mon corps vidangeait enfin ses poisons. Version adaptée pour la vie moderne. Micro-désert urbain, s'asseoir 20 minutes dans un parc sans téléphone. Jeûne numérique, une soirée semaine sans écran ni parole. 5. L'équilibre dynamique, accepter la fragilité. La conclusion du chapitre propose une philosophie radicale, la résilience ne consiste pas à devenir invincible, mais à cultiver une relation consciente avec ses limites. Métaphore puissante. Les Afghans construisent leur maison en pisé, un mélange de terre et de paille. Fragile sous la pluie, mais qui respire sous la chaleur et se répare facilement. Nos armures occidentales, en acier, protègent mieux, jusqu'à ce qu'elles se brisent net. 3 principes pour un équilibre durable. Fluidité de rigidité, s'adapter comme le roseau,
pas résister comme le chêne. Conscience, contrôle, mieux vaut sentir venir l'épuisement que tout donner jusqu'à la rupture. Communauté d'autarcie, les Afghans survivent grâce à leur réseau, pas en héros solitaires. Conclusion. Le chapitre 7 de 10 semaines à Kaboul est un chef-d'œuvre d'intelligence émotionnelle appliquée. Patrick Clairvoy y révèle. L'épuisement est d'abord un phénomène physiologique, pas une faiblesse morale. Les cultures anciennes détiennent souvent des clés oubliées de gestion du stress. La vraie force inclut la vulnérabilité, savoir s'arrêter prévient l'effondrement. Enseignement transposable. Instaurer des balises de fatigue, comme les checkpoints militaires. Créer des rituels de transition entre travail, maison, mission, vie normale. Pratiquer l'hygiène éthique, vérifiez régulièrement si vos actions alignent avec vos valeurs. Résumé approfondi du chapitre 8 de 10 semaines à Kaboul de Patrick Clairvoy. Introduction, le choc des cultures comme miroir intérieur. Dans 10 semaines à Kaboul, Patrick Clairvoy poursuit son exploration psychologique des limites humaines en terrain hostile. Le chapitre 8, intitulé « Les miroirs brisés de Kaboul », marque un tournant introspectif où l'auteur découvre que le véritable défi n'est pas d'affronter l'Afghanistan, mais de se confronter à sa propre identité déconstruite par l'expérience de guerre. Ce chapitre exceptionnel explore 3 dimensions clés. La déconstruction des certitudes occidentales face à une sagesse afghane millénaire. Le mécanisme des projections psychologiques dans les relations interculturelles. L'alchimie transformatrice qui naît lorsque nous acceptons de voir nos fragilités. Première partie, quand le terrain renverse les théories. Le choc des temporalités. Clairvoy décrit sa stupéfaction face à la conception afghane du temps à travers une scène emblématique, une réunion cruciale reportée parce qu'un ancien devait d'abord finir de rêver. L'auteur analyse comment cette approche révèle l'illusion occidentale du contrôle chronologique. La sagesse orientale de l'opportunité, le waqt persan. Exercice pratique. Essayez pendant une semaine à noter 3 moments parfaits où le hasard a mieux fait les choses que votre planning. La mort comme enseignante. Un épisode bouleversant relate l'enterrement d'un enfant local, où Clairvoy observe l'absence de larmes des parents, les pleurs retardent le voyage de l'âme. La ritualisation du deuil comme mécanisme de résilience collective. Technique adaptable. Créer des rituels de transition pour les petites morts symboliques, échecs, ruptures. Deuxième partie, le piège des projections. Le complexe du sauveur. L'auteur dissèque un phénomène pernicieux chez les humanitaires occidentaux. La gratification narcissique masquée en altruisme. Le mépris inconscient derrière la pitié. Test d'auto-évaluation. Aider fait-il partie de votre identité ou de vos actions? Pouvez-vous ne pas aider quand c'est contre-productif? L'ombre du colonisateur. Une analyse brillante montre comment. Le langage corporel, faire asseoir les locaux plus bas. Les micro-décisions, choix des menus, reproduisent des dynamiques coloniales. Solutions proposées. La pratique du leadership rotatif où chaque membre d'équipe prend tour à tour les décisions triviales. Troisième partie, la transformation par l'altérité. L'initiation par l'humiliation. Clairvoy raconte comment une erreur culturelle, refuser un thé offert, devient un cadeau. La vulnérabilité comme porte d'entrée vers l'authenticité. L'humour comme pont interculturel. Méthode concrète. Le journal des gaffes transformatives où noter ses erreurs et leurs enseignements. Le paradoxe du détachement. La leçon la plus surprenante vient d'un vieux moudjahid. Vous aimez trop votre vie pour la vivre pleinement. Nous avons fait la paix avec notre mort, alors chaque instant devient un festin. Exercice existentiel. Écrire sa propre nécrologie pour clarifier ses vraies priorités. Pratiquer la méditation des 5 cercueils, imaginez perdre 5 choses, être cher. Conclusion, de l'autre à soi. Le chapitre 8 atteint une profondeur rare dans la littérature du développement personnel. Clairvoy y révèle. Les cultures ne s'affrontent pas, elles se révèlent. Nos résistances face à l'étranger sont des miroirs de nos peurs internes. La véritable compétence interculturelle commence par l'humilité introspective. 3 pratiques transformatrices. Le rituel du miroir, après chaque interaction tendue, demandez « Quelle part de moi réagit ainsi ?» Heure inversée, passez 1 heure par semaine à faire exactement l'inverse d'une habitude rigide. Le carnet des certitudes mortes, listez les convictions que l'expérience a démenties. Comme l'écrit Clairvoy, Kaboul ne m'a pas appris à comprendre les Afghans. Elle m'a appris à voir toutes les Kabouls que je portais en moi sans le savoir. Résumé approfondi du chapitre 9 de 10 semaines à Kaboul de Patrick Clairvoy. Introduction, l'alchimie de l'adversité. Dans ce 9e chapitre intitulé « Ce qui ne nous tue pas », Patrick Clairvoy plonge au cœur d'un paradoxe fondamental, comment les expériences les plus douloureuses peuvent paradoxalement devenir nos plus grands catalyseurs de croissance. À travers le prisme de sa formation psychiatrique et de son immersion afghane,
l'auteur déconstruit méthodiquement le célèbre adage nietzschéen pour en révéler les mécanismes concrets. Ce chapitre se distingue par son approche à triple détente. Une analyse neuroscientifique des processus de résilience. Des récits cliniques saisissants issus du terrain afghan. Une méthodologie applicable pour transformer l'épreuve en levier. Première partie, l'anatomie de la résilience. Le mythe de la force brute. Clairvoy démystifie une croyance répandue chez les militaires débutants, la résilience ne serait pas une question d'endurance physique mais de plasticité psychique. Il illustre ce point par l'histoire contrastée de deux soldats. Le capitaine V, sportif d'élite, s'effondre après un incident mineur. Le soldat M, apparemment fragile, devient le pilier moral de son unité après un bombardement. Découverte clé. La résilience est moins une question de blindage que de capacité à métaboliser la souffrance, comme le foie transforme les poisons. Les 3 étapes neurobiologiques. L'auteur décrypte le processus cérébral de l'adaptation extrême. Phase de choc, amygdale en hyperactivité. Phase de recomposition, cortex préfrontal qui reprend le contrôle. Phase de croissance, neurogenèse dans l'hippocampe. Exercice pratique. Le baromètre de résilience, permettant d'évaluer où l'on se situe dans ces phases après un choc. Deuxième partie, Kaboul comme laboratoire humain. L'art du kintsugi psychologique. Clairvoy découvre une pratique afghane méconnue, les artisans de Kaboul réparent les porcelaines brisées avec de l'or, créant ainsi des pièces plus précieuses qu'à l'origine. Il transpose cette métaphore à la reconstruction psychologique. Cas clinique. Un interprète local ayant perdu sa famille développe une capacité exceptionnelle à calmer les conflits interethniques, utilisant sa douleur comme radar empathique. Technique adaptable. La cartographie des cicatrices, notez comment chaque blessure passée a développé une compétence spécifique. Le paradoxe du trauma contrôlé. Une étude fascinante sur les enfants afghans révèle que ceux exposés à une violence modérée développent une résilience supérieure. Ceux surprotégés ou surexposés présentent les pires scores. Application moderne. Le concept de stress dosage dans l'éducation et le management. Troisième partie, le protocole de transformation. La méthode 3R de Clairvoy. L'auteur synthétise une approche structurée. Reconstitution, retracer les faits sans émotion. Reconfiguration, recadrer cognitivement l'événement. Réinvestissement, trouver un champ d'application concret. Exemple marquant. Un médecin français transforme son PTSD en créant un protocole innovant de soins aux blessés. Les rituels de passage afghans. Clairvoy décrypte 3 pratiques locales transposables. Le Dastar Bandi, cérémonie de transmission du turban. Le Shab Henna, nuit de méditation collective. Le Gam Kori, rituel de partage de la douleur. Version occidentale. Créer ses propres rites de transition après un échec ou un trauma. Conclusion, l'éthique de la croissance post-traumatique. Ce chapitre culmine dans une révélation, la résilience n'est pas un retour à l'état antérieur, mais une transmutation existentielle. Clairvoy propose 3 principes fondamentaux. Le principe d'alchimie, toute souffrance contient les germes de sa propre transformation. Le principe de résonance, seules les épreuves en accord avec nos vulnérabilités profondes nous transforment. Le principe de service, la blessure métabolisée devient un outil pour soulager autrui. Application concrète. Le journal des phénix, documenter ses renaissances successives. Elle arbre des cicatrices, visualiser ses blessures comme racines de force. Le parrainage de résilience, accompagner quelqu'un dans une épreuve similaire à la vôtre. Résumé approfondi du chapitre 10 de 10 semaines à Kaboul de Patrick Clairvoy. Introduction, le retour comme nouveau départ. Le chapitre final de 10 semaines à Kaboul, intitulé « Le poids des retours », explore l'un des paradoxes les plus méconnus du développement personnel, la difficulté de réintégrer une vie normale après une expérience transformatrice. Patrick Clairvoy, psychiatre militaire, y révèle avec une honnêteté brutale comment son retour d'Afghanistan fut bien plus complexe que son départ. Ce chapitre magistral aborde le choc du retour, plus insidieux que le choc culturel initial. L'impossible partage de ce qu'on a vécu. La réinvention nécessaire de soi après une métamorphose. Première partie, l'étranger dans son propre pays. 1. Le syndrome du fantôme. Clairvoy décrit son retour en France avec une précision clinique. Je marchais dans les rues de Paris comme un hologramme. Les gens me traversaient du regard. Personne ne voyait l'Afghanistan qui continuait à brûler dans ma rétine. Manifestation courante. Déréalisation, impression que le monde occidental est faux. Hypervigilance inadaptée, surveiller les sacs abandonnés dans le métro. Décalage temporel, parler au passé d'événements encore vivants en soi. Exercice pratique. Tenir un journal des anomalies pour noter.
Ce qui semble étrange dans son ancienne vie. Les automatismes persistants de la mission. 2. Le mur du silence. Un passage poignant montre l'auteur tentant d'expliquer son expérience à des proches. Version édulcorée, ennuyeuse. Version brute, insoutenable. Solution trouvée, le langage métaphorique. Exemple. Au lieu de décrire un attentat, Clairvoy parle un jour où le temps s'est mis en boucle comme un CD rayé. Conseil clé. Astérisque, trouvez 3 métaphores pour votre expérience, une pour les collègues, une pour la famille, une pour vous-même. Astérisque. Deuxième partie, la métamorphose invisible. 3. Les cicatrices qui donnent des super-pouvoirs. Cas concret. Un ancien soldat devenu trader excelle grâce à sa capacité à sentir le danger bien avant les indicateurs techniques. 4. Le piège de la nostalgie toxique. Clairvoy met en garde contre. La glorification du passé, là-bas, c'était authentique. Le mépris du présent, ici, tout est superficiel. Antidote proposé. La technique du pont analogique. Identifier une qualité développée là-bas, exemple, présence au moment présent. Trouver une activité locale qui la mobilise, exemple, escalade, poterie. Troisième partie, l'art de la réinvention. 5. Le protocole des 3 vies. Méthode originale pour intégrer son expérience. Vie 1, avant la mission, ce qu'on croyait être. Vie 2, pendant la mission, ce qu'on a découvert être. Vie 3, la synthèse à créer. Exercice. Écrire 3 lettres. La vie 1 à la vie 2, je te pardonne de ne pas savoir. La vie 2 à la vie 1, merci de m'avoir préparé à. La vie 3 aux 2 autres, je prends de vous. 6. Le rituel des 2 sacs. Inspiré d'une coutume afghane. Sac à jeter, les peurs devenues inutiles, exemple, peur du jugement. Sac à garder, les leçons essentielles, exemple, précarité du temps. Version moderne. Faire physiquement ce tri avec des objets symboliques. Conclusion, devenir son propre passeur. Le chapitre s'achève sur une révélation. Je ne suis plus celui qui est parti, ni celui qui est revenu. Je suis le pont entre les deux. 3 principes pour les retours transformateurs. Ne pas chercher à tout raconter, certaines expériences sont des diamants qui se brisent au contact des mots. Acceptez d'avoir changé de planète, votre nouvelle normalité est légitime. Trouvez ces semblants étrangers, ces gens qui ont connu d'autres abîmes. Outils concrets. La valise de survie psychique, 5 objets, photos, musique pour se reconnecter à soi. Elgar Afghan, un créneau hebdomadaire pour honorer sa transformation. Le parrainage inversé, guidez quelqu'un qui part vers votre ancienne zone de turbulence. Clairvoy conclut par cette pépite. Les missions extrêmes ne vous changent pas. Elles vous révèlent à vous-même dans une lumière si crue que vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas voir. Conclusion ultime 10 semaines à Kaboul de Patrick Clairvoy. 10 semaines à Kaboul n'est pas simplement un journal de bord ou un récit de mission. C'est un voyage intérieur, un acte de témoignage, un hommage à l'humain plongé au cœur du chaos. Dans ce livre, Patrick Clairvoy, psychiatre militaire, nous offre bien plus qu'un panorama de la guerre, il nous dévoile le visage caché de l'engagement, celui que la poussière des champs de bataille et le silence des blessures mentales ne laissent pas toujours entrevoir. À travers ses observations fines, ses récits chargés d'émotions, et sa profonde connaissance des mécanismes psychiques, Clairvoy nous emmène dans les coulisses de l'hôpital militaire de Kaboul, véritable carrefour de douleur, de résilience et de fraternité. Il ne s'agit pas ici de glorifier la guerre ni de céder à un voyeurisme morbide, mais bien de restituer, avec une humanité bouleversante, la vérité nue de ce que vivent ceux qui sont envoyés loin de chez eux, pour soigner, protéger, réparer. L'auteur ne se limite pas à documenter les blessures physiques, il explore avec rigueur et compassion les blessures invisibles, le stress post-traumatique, la sidération psychique, le besoin de sens dans l'absurdité apparente des conflits. Les soldats, les médecins, les patients, les Afghans croisés au détour d'un couloir ou d'un poste de garde deviennent autant de figures humaines incarnant la complexité de la guerre moderne. Tous sont habités par des contradictions, entre devoir et peur, courage et fragilité, fatalisme et espoir. Ce que Clairvoy révèle, avec une sincérité désarmante, c'est que l'acte de soin, même au cœur de la guerre, reste un acte de lien, un geste de résistance à la déshumanisation. Il nous montre que la guerre, si elle détruit, est aussi un terrain où s'expriment les formes les plus élevées de solidarité, d'attention et d'abnégation. Il s'interroge, en tant que psychiatre mais aussi en tant qu'homme, sur la capacité à tenir debout dans un monde en ruine, à garder son humanité lorsqu'on est confronté chaque jour à la détresse et à la mort. Son écriture, sobre et lucide, navigue entre récits poignants, réflexions cliniques et méditation existentielle. Chaque page contient une leçon silencieuse, sur la souffrance, sur la survie, mais surtout sur l'écoute.
Car ce livre est aussi une ode à l'écoute, cette aptitude fondamentale qui sauve autant que les médicaments ou les interventions chirurgicales. Écouter pour comprendre, écouter pour soulager, écouter pour rendre à chacun une part de son histoire et de sa dignité. Ce récit nous apprend que les véritables blessures ne sont pas toujours celles qu'on voit, et que le retour à la paix passe par un travail patient, intime, parfois douloureux, mais toujours possible. Clairvoix, en dévoilant les rouages psychiques de la guerre, nous invite à réfléchir à notre propre rapport à la violence, à la résilience, au collectif, à la fragilité. En refermant 10 semaines à Kaboul, on ne regarde plus la guerre de la même façon. Ce n'est plus une abstraction lointaine ou un décompte de victimes. C'est un espace où l'humain résiste, vacille, s'adapte, tombe et se relève. C'est un espace où la médecine devient plus que technique, elle devient lien, miroir, et parfois, chemin de réconciliation. Ce livre est un manifeste silencieux pour la paix, pour la présence, pour l'écoute. C'est une œuvre qui honore la vie dans ce qu'elle a de plus vulnérable et de plus digne. En donnant la parole à ceux que la guerre traverse, Patrick Clairvoix signe un texte fort, pudique, essentiel, un livre qui marque et transforme. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.